Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'entrée de jeu, on commence d'abord par vous demander quelle analyse faites-vous de la situation sociopolitique actuelle du pays? Écoutez, je vous remercie d'abord de cette invitation. Comme vous le savez, j'ai été absent du pays pendant près de 4 semaines. Ouais. Et cela m'a permis d'avoir un peu de recul. La situation du pays se caractérise par les difficultés que vous connaissez. Pendant cette absence, les seules fois que j'entendais parler de la Guinée, à part donc la visite du roi, c'était qu'il y avait pratiquement tous les jours des manifestations de jeunes gens pour des problèmes d'électricité dans certains quartiers qui n'avaient pas été desservis depuis 3 ou 4 mois. Donc cela est en droite ligne de ce que nous n'avons pas arrêté de dire et qui, à mon sens, a été confirmé par le vote du budget 2014, non pas dans la manière dont ce budget a été voté, mais par le contenu de la proposition donc de budget 2014, qui va confirmer la paupérisation de notre pays, qui va confirmer le manque d'emploi pour nos jeunes, et qui va confirmer le fait que des secteurs aussi importants que l'agriculture, les infrastructures, l'éducation et les systèmes de santé vont continuer à s'affaisser. Donc ma perception des choses n'a pas changé. Et quand vous sortez d'ici, que vous avez l'opportunité de visiter d'autres pays comme je l'ai fait pendant ce mois-là, de manière un peu permanente, vous êtes quelque peu, je dirais, en difficulté parce que vous vous demandez à quand la sortie de ce qui pourrait être appelé une crise, mais qui n'en est pas une parce qu'elle dure depuis trop longtemps. Monsieur Touré, est-ce que la prochaine session pourrait être une occasion pour changer quelque chose? Elle est beaucoup attendue. Ouais, on parle de l'Assemblée nationale, évidemment. Oui, je crois que nous avons un peu eu ce débat ici. Je crois que l'opportunité pour les députés d'influer sur le fonctionnement immédiat, si vous voulez, de l'exécutif au cours de l'année en cours aurait été le vote du budget 2014. À partir du moment où cela a pu se faire de manière totalement illégale avec le CNT, en mettant de côté l'Assemblée nationale qui a été élue par le peuple de Guinée, je crois qu'on nous a donné l'opportunité de peser sur les résultats de 2014, parce qu'on aurait pu apporter des critiques à ce budget, faire des propositions. Ce qui arrive, c'est à partir du mois d'avril, c'est la session des lois à l'Assemblée. Et la session des lois, en grande partie, ce sont des projets qui sont présentés par le gouvernement. Les propositions de loi de l'Assemblée prennent beaucoup plus de temps. Oui, comme l'Assemblée ne fonctionnait pas depuis assez longtemps, on prendra peut-être le temps de s'habituer, de comprendre comment les choses fonctionnent, sans compter les conditions dans lesquelles l'Assemblée elle-même est installée dans les locaux que nous connaissons aujourd'hui. Donc le vote de l'exercice budgétaire 2014 par le CNT, vous enlevez tout moyen de contrôler l'action gouvernementale? Tout moyen, non. Cela a enlevé l'essentiel des moyens pour 2014. C'est le budget qui résume, si vous voulez, les propositions, les objectifs du gouvernement au cours de l'année 2014. Et je crois que au cours du vote, le rôle des députés aurait été d'apporter des correctifs à ce budget, de faire de nouvelles propositions, de critiquer un certain nombre de choses, notamment les propositions de croissance, et ainsi de suite. Et le fait que l'emploi n'était pas au centre des préoccupations gouvernementales, par exemple. En attendant donc cette session, mais vous l'avez dit, l'Assemblée a été installée il y a un peu plus de 3 mois, mais comment ça se passe maintenant là? Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui a été mis en place? On sait que les locaux n'étaient pas fin prêts, mais l'autre facette de la chose, on apprend qu'il y a certains partis présents au sein de l'Assemblée, de certains députés qui sont déjà découragés, qui n'hésiteraient pas peut-être à jeter l'éponge. Oh, ça ne va pas jusque-là, je ne crois pas. J'ai été absent, mais je ne pense pas que les choses aient autant changé que cela. Et pourtant, c'est nous, en tout cas, il s'est réservé. Si les choses ne s'arrangeaient pas, peut-être pourquoi pas de boycotter l'Assemblée nationale. Écoutez, je crois que nous allons attendre l'ouverture de la session des lois, c'est-à-dire en avril. Nous allons voir si vraiment cela correspond à ce que nous souhaitons. Ce que nous avons constaté ces derniers temps, c'est surtout l'implication qui commence. L'implication de l'exécutif dans le fonctionnement de l'Assemblée. Notamment dans la désignation des députés pour la CEDEAO, l'Union africaine. Les groupes parlementaires avaient désigné des gens.
les noms ont été changés, nous savons de quelle manière. C'est ce genre de comportement qui risque de faire croire à certains députés, effectivement, que l'institution parlementaire risque de devenir l'appendice. Avez-vous une possibilité de lutter contre cela? L'exécutif. Si c'est le cas, effectivement, nous aurons un problème. Quand il y a une mission parlementaire, comment est-ce que cela doit normalement se passer? Parce que ce n'est pas une mission, ceci était une désignation des députés par groupe parlementaire pour participer à l'Assemblée de la CEDEAO et de l'Union africaine. Voilà. Vous parlez de manipulation, vous parlez de rajout, en tout cas en ce qui concerne d'enlèvement de noms et tout ça, Monsieur le Président. Je veux vraiment qu'on s'intéresse. Dans le cas précis dont je parle, notre groupe parlementaire, donc le groupe des Républicains, avait désigné 2 noms. Ceci à la demande donc du président de l'Assemblée nationale. Et au retour, on s'est aperçu qu'un nom avait été gommé et qu'on avait pris quelqu'un d'autre. Je ne m'oppose pas à ce que la personne soit indiquée, mais je m'oppose à la manière dont le procédé a été fait. Et je sais comment cette décision a été prise. Donc j'estime que c'est le genre de comportement effectivement qui risque de faire croire que l'Assemblée est en train de devenir un pendant de l'exécutif, parce que c'est là où la décision a été prise. Monsieur le Président, au sein même de votre groupe parlementaire, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas de taupe? Non, il n'y a pas de raison pour que... Qu'est-ce que vous appelez une taupe pour faire quoi? L'Assemblée, c'est un débat, nous ne décidons pas. Donc, s'il y a une taupe, bon, il participera. Oui, mais Monsieur le Président, vous disiez à l'instant que vous savez comment ces noms ont été enlevés. Ah, ça, c'est pas une question de taupe. Nous savons comment le nom de comment ces noms ont été enlevés? Mais au niveau de la présidence de la République, d'après les informations qui nous sont parvenues. Alors, vous dites que le fait que le CNT ait voté le budget 2014 vous enlève toute possibilité de contrôler l'essentiel. Ouais, merci. Mais la loi vous accorde quand même la possibilité de voter une loi rectificative. Oui, la loi rectificative, comme son nom l'indique, d'abord se fait à l'initiative du gouvernement. Et ensuite, elle n'est que rectificative. Cela veut dire que vous avez exécuté le budget jusqu'à un certain point et que la rectification, elle vous est proposée parce qu'il y a ou des dérapages ou des rajouts. Dans le cas de la Guinée, il faut s'attendre plutôt à des dérapages compte tenu du fait que l'activité est aussi atone qu'on le voit. Sur la question des indemnités des députés, on a appris que depuis que cette assemblée est installée, vous n'avez rien perçu pour l'instant. Est-ce que vous confirmez? Écoutez, je n'étais pas là, mais je crois que 30 millions ont été donnés à chacun des députés qui sont venus ici, je crois pour les mois passés, histoire de leur permettre, surtout ceux qui arrivent de l'intérieur, de s'installer. Mais si vous voulez, ce problème d'indemnité est symptomatique de la manière dont le système fonctionne en Guinée. Cela se fait de manière pratiquement informelle, ce qui est totalement inadmissible. L'Assemblée vote le budget. Normalement, l'Assemblée devrait faire l'objet d'un député, ne pas participer au vote, et cela devrait pouvoir s'exécuter de manière totalement transparente. Au point où on en est aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que la proposition qui a été faite par la commission de l'Assemblée chargée de cette question a été transmise au gouvernement. Nous n'avons pas eu de retour, nous n'avons pas eu de débat. Et si vous me demandez aujourd'hui quelles sont les indemnités des députés, je ne saurais pas vous dire. Alors, bon, on va essayer de de l'autre côté, je ne saurais pas vous dire. Alors, de l'autre côté, on parle beaucoup d'élections communales, les élections locales donc. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elles se tiennent au courant du premier trimestre de 2014. La CENI invoque des raisons techniques et financières qui pourraient expliquer le non-respect de cette date. Qu'est-ce que tout cela... comment est-ce que vous analysez tout cela, Monsieur le Président? En ce qui concerne la CENI, cela ne devrait pas vous étonner, mesure. On a vu exactement comment fonctionne cette institution au cours des élections passées. Nous avons des inquiétudes à avoir. Je crois que nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour permettre d'avoir un débat républicain sur des questions aussi essentielles, mais n'oubliez pas que nous avons également signé avec la communauté internationale les accords du 3 juillet qui sont un compromis qui est hors Assemblée et qui devrait permettre de discuter de ces questions-là. Le fait que non seulement des décisions comme ça se prennent, mais qu'on vous y associe pas, à mon sens, est symptomatique de ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire une crispation beaucoup plus grande de la vie politique dans notre pays. Est-ce que la tenue de ces élections était mentionnée dans les accords de cette décision elle est importante, c'est-à-dire d'experts se tenir à la fin du premier trimestre 2014. Alors, beaucoup d'observateurs ne l'entendent pas de cette oreille, estiment même que cette précision
n'est pas clairement signifié dans l'accord. Attendez là, je crois que j'ai signé l'accord. C'est écrit dedans que les élections communales doivent se tenir dans le premier trimestre de 2014. Alors, on parle de la CENI. La CENI, vous la voulez toujours politique malgré, bien évidemment, tous ces errements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable de ce que vous voulez de la CENI, de cette politisation à outrance de l'institution qui organise les élections? On n'a pas encore organisé un débat sur la nouvelle CENI. Quand cela va arriver, je pense que chacun aura son point de vue sur mais vous-même, vous voulez cette CENI politique? Non, nous avons pensé qu'elle pourrait être politico-technique, c'est-à-dire que les partis politiques pourraient désigner des commissaires, comme on l'a fait, qui vont surveiller le fonctionnement. Mais en ce qui concerne la partie technique de la CENI, nous pensons qu'il serait possible de retenir des organisations comme l'Union européenne ou des choses comme ça pour nous donner des experts qui vont faire ce travail. Est-ce que vous ne pensez pas? En réalité, beaucoup de nos commissaires ne sont pas compétents pour faire le travail qu'on leur a confié. Y compris les commissaires de l'opposition. Bien sûr. Écoutez, je dis beaucoup de commissaires. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que les désaccords politiques entre vous de la mouvance et ceux de l'opposition, entre les leaders de la mouvance et ceux de l'opposition, est-ce que vous ne pensez pas que ces désaccords politiques déteignent sur l'environnement de la CENI? C'est la raison pour laquelle il serait bon d'avoir une CENI plus technique. Plus technique, qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'étais en train de l'expliquer tantôt, à savoir qu'on pourrait désigner des commissaires politiques qui seront une sorte de conseil d'administration, mais qu'au niveau de l'exécutif, on rechercherait des techniciens avec l'accord et la participation de la communauté internationale pour nous aider à faire un travail plus propre au niveau de la logistique et de certains services. Nous l'avons vu pendant ces élections où les urnes, comment vais-je dire ça, les bulletins de vote, les enveloppes sécurisées sont à la disposition d'un parti dans le cadre. Est-ce que vous croyez que ces élections puissent se tenir, ces élections communales puissent se tenir en cette année? Oui, pourquoi pas. Au regard des préalables, quand même, M. Touré. Vous avez parlé, on a vu tous les irrégularités à l'occasion des législatives. Encore faudrait-il qu'on ouvre les discussions dès maintenant. Oui, je pense que si on veut tenir des élections communales, et elles doivent se tenir, parce qu'on ne voudra pas imposer cela dans des conditions inacceptables en 2015, alors que nous savons qu'il y a des élections présidentielles en 2015. Voilà. Et on ne peut pas être reporté. Voilà. Vous voulez une CENI? On va s'intéresser dessus un peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'on a reçu quand même le directeur des opérations de la CENI ici, qui n'était pas du tout, en tout cas favorable en ce qui concerne, parce qu'on a demandé à ce qu'il nous donne une date pour la tenue de ces élections communales. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Donc si vous dites qu'il faut obligatoirement une date, là, je ne sais pas trop ce qui peut se passer. Je suis en train de vous parler des accords. Okay. Quand on signe des accords, c'est pour les respecter. Quand on a une loi, c'est pour respecter la loi. Dans les accords que nous avons signés, il était prévu qu'on devait avoir des élections communales et communautaires, enfin communales maintenant parce que les communautaires sont devenus des mairies rurales, donc il était prévu d'avoir des élections communales dans le premier trimestre 2014. Si ce n'est pas le cas, nous avons commencé à parler aux uns et aux autres pour leur dire il faut qu'on s'asseye pour définir les conditions de tenue de ces élections cette année, forcément, parce que cela ne doit pas du tout impliquer qu'on ait des problèmes sur la tenue de l'élection présidentielle. Vous n'avez pas trop vite fait de mettre fin à la mission du comité de veille qui aurait pu quand même continuer à créer un cadre? Nous n'avons mis fin à rien du tout. C'est la communauté internationale qui était impliquée dans ce processus pour la finalisation de la transition, qui a estimé qu'avec la mise en place de l'Assemblée nationale, la transition était terminée. Mais elle a signé les documents avec nous et normalement elle devrait participer à ces discussions pour aboutir à une nouvelle date, notamment en ce qui concerne ces élections communales. Voilà, 2015, c'est demain. On en parle ce matin avec le président de l'UFR, M. Sidia Touré, qui est notre invité exceptionnel dans la demi-heure qui va suivre. Donc on va essayer de s'intéresser aussi au choix de nouvel opérateur, entre autres émeutes de courant, mais aussi patrimoine bâti. Tout ça, c'est dans moins de 10 minutes sur Radio Espace. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace.
Encore une demi-heure à passer ensemble, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission sur Espace TV tous les soirs. Vous regardez cette émission chez vous. Merci de nous rejoindre. Oui, on s'intéresse à notre invité qui n'est autre que monsieur Sidya Touré. Il faut le rappeler, un président de l'UFR, en même temps du groupe parlementaire des Républicains du côté de l'Assemblée nationale. Nous allons continuer le débat avec lui, mais aussi des SMS. Dans un instant, on va essayer de jeter un coup de la chez Ahmed. Et déjà, notre invité, nous allons nous intéresser à d'autres aspects. Pourquoi pas Djibril? Alors, vous parliez tantôt de votre souhait de voir une CENI plus technique, mais est-ce que ce n'est pas plus facile à dire qu'à faire quand on connaît la crise de confiance aiguë qui règne entre vous, les acteurs politiques? Écoutez, c'est ça l'objectif de l'accord que nous avons signé le 3 juillet. Après avoir discuté sous l'égide de la communauté internationale, nous avons eu un accord sur un certain nombre de points. Et le problème de la CENI fait partie justement des choses qu'on doit discuter. Mais cet accord ne règle pas tout pour autant. Mais rien ne règle tout. Au fur et à mesure, si nous avons envie de faire avancer notre pays, je pense qu'à un moment donné, on va s'asseoir pour discuter de ces questions le plus simplement. Certaines langues parlent déjà d'accord et donc de consensus. Ils mettent en avant plutôt le respect de la loi. Non, attendez, il y a des choses qui font partie du domaine de la loi. Ça, c'est ce que nous votons à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à savoir tout ce qui se fait par la majorité des voix des députés. Mais quand vous avez la recherche d'un consensus qui vous a amené à un accord qui est signé par notamment le système des Nations Unies, ils ne sont pas membres de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que vous êtes à la recherche d'un consensus et que vous êtes hors du cadre de cette structure pour discuter ces questions-là. Est-ce que la petite visite de M. Seloudalen Diallo du côté de la France pourra faire fléchir un peu la position? Parce que dit-on, il part pour rencontrer les autorités. Écoutez, je viens d'un voyage, on rencontre les autorités chaque fois qu'on va en France. Je ne crois pas que ça change grand-chose. Nous en parlons parce que ce soit en France, que ce soit ailleurs, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, ou je ne sais quoi, au Burkina, nous discutons, nous parlons à nos partenaires de la situation de notre pays pour qu'ils restent éveillés. De toutes les façons, c'est que vous avez rencontré Alassane Ouattara. La transition est terminée, ne doit pas faire croire que les questions essentielles, notamment relatives à la tenue des élections présidentielles 2015, sont réglées. Alors, on sait que vous avez rencontré Alassane Ouattara, forcément... Ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on dit que j'ai rencontré Alassane Ouattara, je rencontre Alassane Ouattara tout le temps. Oui, mais justement, est-ce qu'il vous a promis beaucoup particulièrement, est-ce qu'il vous a promis quelque chose dans la résolution de cette crise? Je ne discute pas, je ne suis pas allé, quand je vais en Côte d'Ivoire, pour rencontrer le président Ouattara, si ce n'est pas dans le cadre d'une mission, nous avons 90 000 choses à nous dire qui n'ont rien à voir avec le fait de s'impliquer dans le processus. Mais il ne faut pas oublier qu'il est président de la CEDEAO en exercice et que dans ces conditions, effectivement, nous avons fait des rapports qu'on leur a transmis pour qu'ils soient tous, si vous voulez, informés exactement de la situation dans notre pays. Est-ce que ça veut dire que tout se joue ici? Pourtant, on sait qu'on a été obligé de faire appel à la communauté internationale lors de la tenue des élections législatives. Non, tout ne se joue pas forcément ici. Tout se joue ici en grande partie. C'est la volonté des Guinéens d'aboutir qui devrait nous amener à trouver des accords entre nous. Mais il est certain, comme je vous l'ai dit tantôt, les accords du 3 juillet sont également signés par le système des Nations Unies, l'Union européenne, les ambassades de France et des États-Unis. Donc ça veut dire que effectivement la communauté internationale reste impliquée. Alors parlant de ces accords du 3 juillet 2013, est-ce qu'il prévoit que la Guinée aille à ces élections communales avec le même opérateur Wimak Sabari? Le choix de l'opérateur? Non, pour l'honnêteté, il n'est pas prévu de changement d'opérateur pendant cette période. Cette disposition a été prévue pour les élections présidentielles de 2015. Alors, une question. On vous reproche souvent d'appliquer tantôt le consensus, tantôt la loi. Est-ce que vous n'êtes pas dans une dualité permanente? Là, vraiment, je ne comprends pas cette question. Parce que la loi est la loi. D'abord, on n'avait pas d'assemblée, donc je ne vois pas très bien comment on aurait pu appliquer la loi. Toutes les avancées que nous avons connues pendant cette période intérimaire ont été obtenues avec le dialogue, avec le consensus, avec l'implication de la communauté internationale. Mais cela ne s'arrête pas. Je viens d'un pays qui a connu une crise post-électorale. Écoutez, il y a une Assemblée nationale. Jusqu'à présent, les discussions parallèles avec l'opposition continuent. Sur un tout autre aspect, M. Touré, les grognes contre l'obscurité
continue de plus belle. Hier, c'était par rapport au manque d'eau dans la commune de Ratoma. Vous, à votre temps, vous avez réussi quand même à faire quelque chose. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Pourquoi les choses ne font que s'empirer? Franchement, je commence à être gêné de répondre à cette question chaque fois parce que cela n'a pas beaucoup de sens. C'est peut-être un manque de volonté, peut-être de l'incompétence, peut-être, je sais pas, de la mauvaise volonté, mais la production d'énergie aujourd'hui dans les grandes villes ou sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas sorcier. J'ai cité, je crois que c'était sur votre radio quand vous m'avez interrogé sur Abidjan. Pendant les 2 ans et demi, la Côte d'Ivoire a ajouté 500 mégawatts à sa production énergétique. De quelle manière? Il y a Cyprel qui produit du courant pour le revendre à l'État, ils ont ajouté 111 mégas. Il y a Foxtrot par le canal du gaz, ils ont ajouté encore de ce côté quelque chose comme 150 mégawatts. Ensuite, avec la même société Agreco, ils ont ajouté 200 mégawatts, ainsi de suite. Donc, ils sont aujourd'hui, en 2 ans et demi, à 500 mégawatts installés additionnels, ce qui fait 2 fois qu'à l'État. Mais ce que je dis, attendez, ce que je dis, il faut qu'on me comprenne bien, parce que certains m'ont appelé pour me dire, bon, donc il ne faut pas faire le barrage. Je dis non. Pendant ce temps, ils sont en train de faire un barrage et ils en prévoient encore 3 autres. La projection, c'est qu'en 2020, ils doivent avoir 4000 mégawatts. Le problème, c'est avoir de l'ambition pour son pays. L'énergie, c'est exactement comme la nourriture que vous mangez. Si vous n'avez pas d'énergie dans un pays, c'est comme si vous avez un véhicule et qu'il n'y a pas de carburant dedans. Parce que tout va et vient à cela. Donc je pense qu'on ne peut pas nous dire, asseyez-vous, attendez que le barrage de Caleta soit terminé pour que vous ayez de l'énergie. Mais est-ce qu'on peut parler de manque de volonté quand on a vu quand même? Non. Vous avez vu, on a lancé le projet, il y a le projet Caleta qui a été lancé. Il y a eu beaucoup d'investissements. Il y a eu Agreco, il y a eu les 100 mégawatts, même si ces 100 mégawatts n'ont pas vu jour. Non, s'ils n'ont pas vu jour, c'est là où vous devez vous poser la question. Voilà. On a dépensé 140 millions d'euros pour mettre en place 100 mégawatts qui ne fonctionnent jusqu'à présent pas. Je crois que c'est la première chose qu'on devrait auditer dans ce pays-là pour donner les informations nécessaires. Voilà, on va s'intéresser à cette question, Ahmed Kamara, parce que c'est Akoumba qui nous a envoyé là. Voilà. Et effectivement, qui dit tout simplement que le gouvernement guinéen s'apprête à prendre 115 millions de dollars en avance pour un programme de développement régional de la Guinée forestière. Cela à la veille donc de la prochaine présidentielle. Et en contrepartie, le gouvernement guinéen a autorisé le transit du minerai de Nimba par le Libéria. Est-ce que vous allez approuver cette mesure? Écoutez, du côté de l'Assemblée nationale, pas encore arrivé. J'estime que c'est vraiment la pire des choses qu'on peut faire. Mais ça, c'est à but électoraliste uniquement. Et c'est ce que je reproche à ce gouvernement. C'est-à-dire que tout, et je l'avais dit depuis le départ, depuis 2010, qu'avec le système Alpha Condé, tout sera politisé. Nous étions pendant 3 ans à discuter des élections législatives. Quand on en sort, nous allons passer 2 ans à discuter des communales et nous allons arriver à la présidentielle ainsi. Pendant ce temps, on se donne des moyens de façon totalement illégale à aller ponctionner de l'argent public pour faire ce que j'appellerais une campagne, ce n'est rien d'autre. Le fait de sortir les minerais par le mont Nimba, c'était le débat qu'il y avait sur les mines ici depuis des années. Le fait qu'on ne le fait pas pour les grosses compagnies qui vont avoir des retombées économiques important pour notre pays et de création d'emplois, mais on le fait pour une petite compagnie qui est liée à la famille. Et j'estime que ça, c'est pas quelle le compagnie procédé. Il s'agit de quelle compagnie? Je ne connais pas le nom, mais je sais que c'est une petite compagnie. On va évoluer, Moussa Yoruba. On parle patrimoine bâti maintenant, public, c'est très important. Oui, on va parler du patrimoine bâti public. Il y a même certains ministres qui ont été cités dans ce dossier. On accuse certains anciens premiers ministres d'occuper des bâtiments publics. Qu'en dit monsieur le ministre? Monsieur Sida Touré. Ah, il a été Premier ministre. Oui, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais d'abord revenir sur quelque chose. Une fois, ce jour-là, je crois que j'ai entendu, puisque nous écoutons votre radio pratiquement tous les matins, j'ai entendu un d'entre vous dire ici, oui, mais s'ils ont fait des choses, il faut qu'on leur reproche. Avant de dire s'ils ont fait des choses, il faut vérifier ce que c'est. Moi, je suis arrivé ici en 1996. Je n'avais pas de maison à Conakry. On m'a proposé un logement que j'ai réaménagé et que j'ai habité. C'est là où habite aujourd'hui la première dame. Le président Conté m'a demandé de racheter cette maison parce que je leur ai dit, en Côte d'Ivoire, nous, quand on est à ce niveau, on habite sa propre maison. Parce qu'en cas de changement, vous restez là où vous êtes. Il m'a dit, bon, mais dans ce cas, on vous vend la maison où vous habitez. J'ai dit, non, je veux un terrain pour construire ma maison. On m'a proposé un terrain
de 2000 et quelques mètres carrés, on m'en a proposé 3. Rapprochez le micro. On a donc choisi celui-là. Ouais. Et d'après la loi, je devais payer des frais d'enregistrement de 250 000 francs. Puisque c'est le président de la République, par un décret, qui cède une partie du patrimoine privé de l'État à un haut fonctionnaire. Je leur ai dit non. Je veux que vous évaluez le prix effectif du marché pour que je l'achète. C'était l'équivalent de 35 000 $. J'ai fait payer, j'ai fait un chèque, je l'ai déposé à mon notaire, qui est parti au trésor le verser, qui a pris le reçu du trésor qui est venu avec. Nous avons pris le décret du président de la République, nous avons introduit la demande au niveau du ministère de la Construction et de l'Habitat, qui nous a donné un permis de construire en bonne et due forme. Nous avons fait un devis auprès d'une entreprise à l'époque connue de la place, pour à peu près l'équivalent de 700 000 $, et j'ai construit ma maison que j'habite. Cela n'a rien à voir avec le patrimoine bâti de qui que ce soit. Donc vous ne vous sentez nullement concerné. Il ne s'agit pas de se sentir. Cela ne rentre pas dans le cadre de la loi. Ça ne m'inspire rien du tout. J'estime qu'aujourd'hui, vous avez des ministres ici qui habitent des patrimoines bâtis depuis leur grand-père. Donc, j'estime que si on veut réveiller ces questions, on les réveille. Et moi, je ne suis pas... Alors, sur la question des audits. On s'intéresse toujours. Non, mais avant de partir avec les audits, parce qu'on a vu qu'il y a votre fils qui est impliqué dans une affaire du côté de la Côte d'Ivoire. C'est important de dire, Monsieur le Président. Voilà. Je crois qu'il a publié un droit de réponse. Mon fils a 18 ans. Il a plus de 18 ans, je dis. Donc, il est dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Il y a construit des centaines de maisons qu'il a vendues. Et je trouve qu'il a des problèmes avec un immeuble et des locataires qui y habitent. Bon, écoutez, ils ont pris les gens pour aller ouvrir les portes et pouvoir faire des travaux. J'estime que vraiment cela est totalement... On a voulu politiser quelque chose qui n'en est pas. Mais je précise bien, ce ne sont pas des fonds publics. Ce ne sont pas... C'est pas une société d'État. Ce ne sont même pas les fonds de l'UFR. Je crois que ceux qui utilisent leurs enfants avec de l'argent public à faire des choses, le mien ne rentre pas dans ce cas. On enchaîne avec la question des audits, ça si vous permettez, parce que le président Alpha Condé, lors d'un récent voyage à l'étranger, a annoncé qu'il a traîné les pieds à faire publier les résultats des audits. Est-ce que vous vous sentez menacé, concerné par cette annonce? Ça fait 10 fois que vous me posez cette question. De grâce, faisons en sorte que nous puissions évoluer dans ce pays. Puis surtout, arrêtons de tomber dans ces pièges qui consistent à ce que chaque fois qu'il y a une difficulté au niveau du gouvernement, on donne un os à rogner. Vous avez des raisons de vous inquiéter, M. Touré, parce qu'il y a 2 ministres de Kouyaté qui viennent d'être épinglés. Vous devez avoir de véritables raisons, M. Touré. Je dis simplement, donc, il faut arrêter de se laisser emporter par des choses de ce genre. Donc, s'il y a des audits, mais bon sang qu'on les publie. Mais qu'est-ce qu'on attend pour les publier? Moi, je ne comprends pas. Vous n'avez rien à vous reprocher? Écoutez, qu'on les publie, c'est tellement plus simple. Vous pensez bien que je suis dans l'opposition au niveau où je suis. S'il y avait des questions qui me concernaient là-bas, ce serait sorti il y a longtemps. Eh bien, ça a commencé déjà par ces 2 ministres dont je viens de parler, M. Touré. Je ne me sens pas le gouvernement Kouyaté, à l'époque, il faut le rappeler. Allez, on va s'intéresser dessus, les rapports au sein de l'opposition républicaine, M. Sidia Touré. OREP, on va s'intéresser. Oui, on s'intéresse d'abord à l'opposition républicaine. Cette opposition qui a donc finalement accepté d'aller aux élections législatives et qui est présente au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, comment se porte-t-elle cette opposition? Quels sont les rapports entre vous, principaux leaders qui sont dans cette opposition? Écoutez, il y a 2 groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale. Nous avons des rapports les plus courtois, les plus normaux avec le président de l'UFDG et les autres leaders avec lesquels nous sommes associés pour faire des groupes parlementaires. Je crois que, franchement, je ne vois pas quel est le problème. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Nous essayons simplement de relancer peut-être la concertation pour qu'on commence à parler de ces problèmes d'élection. C'est le moment. Nous étions dans une période où il fallait mettre l'Assemblée nationale en place. Une fois qu'on l'a terminé, bon, je pense que nous allons évoquer maintenant les questions qui nous concernent, à savoir ces élections communales et la perspective du respect des accords du 3 juillet pour aller aux élections communales. Même sur Lansana Kouyaté, il est toujours de cette opposition républicaine. Même étant hors de l'Assemblée. J'étais avec Kouyaté à Abidjan au mois de décembre. Il m'a pas dit qu'il avait quitté l'opposition. Voilà. Alors, on parle de OREP, oui, voilà. On parle de l'opposition extra-parlementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette opposition ne risque pas de vous surplanter?
Vraiment, je ne comprends pas votre question. Dans la mesure où nous sortons des élections, les partis politiques ont été représentés à l'Assemblée. Les mêmes méthodes de revendication ont été représentés à l'Assemblée nationale. Il y a des partis qui n'y sont pas et qui ont décidé de s'unir pour mettre en place une structure qui peut permettre de se faire entendre. Dans la mesure où ce sont des partis qui sont de l'opposition et qui défendent les mêmes principes et les mêmes positions que nous, je ne vois vraiment pas de raison de s'en inquiéter. Cette opposition extra-parlementaire trouve quand même que vous mettez beaucoup plus l'accent sur des méthodes, des problèmes politiques que sur, par exemple, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire concernant les différents massacres depuis l'organisation des différentes manifestations que nous avons connues. Et également le dédommagement de ces différents commerces. Pour arriver à toutes ces questions-là, il faut déjà qu'on ouvre l'Assemblée nationale et qu'on soit à mesure de débattre de ces questions. En ce qui concerne les revendications, disons dans les communiqués, les déclarations, nous en avons fait beaucoup avec eux. Nous allons essayer la nouvelle structure pour voir si ces idées, nous allons pouvoir les passer. Je vous répète également encore une fois que dans les accords du 3 juillet, ceux dont vous parlez figurent particulièrement là-dedans. Alors, Monsieur le Président, parlons à présent des élections présidentielles 2015. Au regard de ce que nous constatons aujourd'hui concernant ces élections communales, est-ce que vous avez des craintes que ces élections ne puissent pas se tenir en 2015? Et vous avez été très dur récemment à dire qu'en 2015, s'il n'y a pas d'élection, la Guinée n'aura pas de président. Il y a des choses avec lesquelles on peut s'amuser, d'autres pas. Je crois que notre constitution est très claire. Le mandat du président de la République, c'est 5 ans. Et normalement, les élections doivent se tenir en 2015. Il s'agit de quelque chose qui est totalement immuable. Ça, c'est comme quand vous allez prendre à Air France ce qu'on appelle des billets bloqués. Vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas modifier. C'est exactement la même chose. Si vous ne le faites pas, votre billet il est perdu. Nous avons une date précise qui reste à définir. Normalement, dans les pays structurellement organisés, c'est la date du premier tour de l'élection qui fait qu'on a les 5 ans à arriver. Dans le cas de la Guinée, on commence à dire non, c'est le second tour. Bon, ça c'est une question que nous allons pouvoir régler. Mais il est clair, net et précis que les élections présidentielles se tiendront en 2015. Si ces élections ne se tiennent pas à bonne date, je le dis, je le répète, cela veut dire que le président de la République n'a plus de mandat. Cela va de soi. Il n'a plus de mandat. On sait qu'en Guinée, on est spécialiste en rendez-vous manqué. On sait qu'en tout cas, toutes les élections qui ont été prévues finalement ont été décalées. À supposer que cela ne se fasse pas en 2015, à quoi pourrait-on s'attendre? J'estime que, madame, vous devrez souhaiter vous-même en tant que Guinéen qu'on ne rentre pas dans ce genre de... Alors vous n'allez pas reconnaître du tout le président? Non, absolument pas. Parce qu'il y en aura vraiment pas. Qu'allez-vous faire alors? Écoutez, je n'ai pas d'armée, je suis en train d'expliquer une position politique. Et elle n'est pas que politique, elle est également juridique et elle est légale. Si nous sommes tous des citoyens et que nous voulons faire avancer ce pays, je crois qu'il faut commencer par le respect de la loi. Et sur ce chapitre-là, ce n'est pas un débat politique. Oui, mais on a vu que la présidence, non, je n'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit que les gens n'ont pas une tendance à vouloir s'accaparer du pouvoir, à s'y maintenir, mais tout le monde a cette tendance. Le problème est que, est-ce que les citoyens sont prêts à accepter cela? Nous sommes les partis politiques chargés d'animer la vie publique de ce pays et politique de ce pays. Je dis, notre position est que cela est totalement inacceptable. Voilà, alors, toujours les élections présidentielles en 2015, Monsieur le Président, candidature unique ou pas du tout? Vous êtes pour l'idée ou pas du tout? Au sein de l'opposition. Pour le moment, ce débat n'est pas encore arrivé au niveau des partis politiques. Il faut se dire les choses comme elles sont. Nous avons un impératif important. Je crois que c'est un problème qui concerne tous les Guinéens. Nous venons d'aborder 2 sujets, tantôt, même 3. L'électricité, les mines, le problème du fonctionnement de l'Assemblée nationale. La conclusion est que depuis 3 ans, nous avons un système au niveau gouvernemental qui ne fonctionne pas, qui a des résultats médiocres, qui a des taux de croissance médiocres. Mais au sein s'il n'y a pas d'union... Attendez, au vu de tout cela, les Guinéens n'ont pour alternative qu'une seule chose. Il faut qu'il y ait l'alternance en 2015. À partir de là, je crois que chacun de nous a besoin de réfléchir de quelle manière cela peut se faire. Est-ce que nous allons continuer à appliquer les mêmes schémas? Est-ce qu'on a un schéma nouveau? Pour le moment, la société civile est en train de dire oui, mais pourquoi pas une candidature unique? Pourquoi pas une candidature, c'est ça? Je pense que moi, j'ai le Conseil national de mon parti qui se tiendra le 21 de ce mois. Ce sont des questions que nous allons évoquer et nous aurons à en discuter pour se prononcer là-dessus. Mais si c'est cela la méthode pour y arriver,
j'estime que tous les Guinéens, je ne parle pas des partis politiques, tous les Guinéens devraient trouver absolument un leader de votre camp, dont j'étais le nom, a indiqué récemment que l'idée d'une candidature unique donc au sein de l'opposition dans la perspective des présidentielles 2015 était une mauvaise stratégie. On n'a pas besoin de taire le nom. Voilà. Allez. Écoutez, chacun de nous a ses opinions. C'est là aussi la démocratie. Mais à votre humble avis, est-ce que c'est pas une mauvaise stratégie de désigner dès l'entame un candidat unique? Est-ce que ce candidat unique ne serait pas mis en difficulté dès le début par le président sortant? Moi, je vais vous dire une chose. Si nous n'avons pas ces élections qui vont se jouer en 2015 vont se jouer à un seul tour. Il n'y aura pas de deuxième tour. Non. Si nous ne sommes pas unis, il y aura de la fraude à gogo et le président actuel, comme on l'a fait aux élections législatives, s'accaparera du pouvoir. Si nous avons la chance d'avoir une candidature consensuelle, ce sera au premier tour parce qu'il ne pourra pas gagner. Quel profil? Quel profil? La question c'est les débats pour le moment est au niveau de la société civile. Je dis, il deviendra peut-être politique au fur et à mesure que nous approcherons. Voilà. Alors, Monsieur le Président, parce que vous écoutez cette émission, ces derniers temps, Moussa a fait beaucoup de révélations dans cette émission. Entre autres, on s'intéresse au ministère des Travaux Publics. Eh bien, le nouveau ministre des Travaux Publics impliqué dans un scandale qui ne dit pas le nom. Votre réaction dessus, parce qu'on a interrogé aussi Baïdi Haribo qui est passé dans ce studio. Malheureusement, aujourd'hui, on le sait très bien que l'Assemblée n'est pas opérationnelle. Mais si vous étiez au pouvoir, vous, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire quand il y a des scandales comme ça? Un ministre de la République impliqué. Mais il aurait été viré, tout simplement. Mais ce n'est pas le seul cas. Nous avons parlé de combien de ministres ici? La pêche, je ne sais quoi encore. Ce sont des choses qui arrivent de manière constante en Guinée. Mais cela ne commence pas uniquement par le cas de ce ministre-là. Nous avons connu des détournements de deniers publics ici. On a parlé de l'histoire de 25 millions de dollars. On a parlé de l'histoire de Rustal. Il y en a des tonnes depuis que ce régime est en place. Ce sont des gens qui disent des choses, mais qui font totalement autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il y a une assemblée quand même. Mais non, il faut avoir l'alternance. Il faut changer de président de la République. Vous êtes en train de me dire que vous êtes incapable du côté de l'Assemblée nationale. Il faut pas. Nous avons des institutions. Ouais. D'abord, l'Assemblée n'a même pas encore commencé à fonctionner. Ouais. Donc, ne commencez pas à juger quelque chose que vous n'avez pas vu fonctionner. Oui, mais on n'a pas vu l'opposition parler aussi. Quelle que soit la manière dont elle va fonctionner, elle ne sera pas l'exécutif. Oui. Elle fera des recommandations. Elle peut montrer un peu de bicep quand même. C'est la raison pour laquelle si on avait voté le budget, on aurait eu ce débat. Bien. Alors, de l'autre côté, est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Vous allez vous prononcer tout à l'heure sur la visite du roi Mohamed VI à Conakry. Là, quand même, le professeur Alpha Condé a réussi un grand coup. Et l'opposition doit être un tout petit peu jalouse à ce niveau. Et de l'autre côté, est-ce que vous confirmez le fait que il y a eu, vous aviez proposé Madame Daffé au niveau du Parlement de la CEDEAO et Monsieur Jean-Marc Teliano du côté de l'Union africaine et que Zalikatou a été coopté à la grande surprise par la mouvance au sein du Parlement. Vous confirmez ces informations? C'est ce que j'ai dit au début de ce débat. Je n'ai pas donné les noms, mais c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons reçu une lettre en bonne et due forme, nous demandant en tant que groupe parlementaire de faire 2 propositions de candidats pour l'Assemblée parlementaire donc de l'Union africaine et l'autre pour la commission de la CEDEAO. Nous avons fait ces 2 propositions. Je dis par la suite, un des noms a été changé, celui de Teliano, est remplacé par Zalikatou. Bien que je ne conteste pas le fait que Zalikatou ait été nommé dans cette position, mais le fait est que on n'a pas respecté les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale en soustrayant un nom pour le remplacer par un autre, sans même avertir le groupe parlementaire que nous étions. Est-ce qu'il y a eu une visite du côté du Parlement iranien, M. Touré? Je ne sais pas qui a été. J'ai pas été. Oui, parce qu'on nous apprend qu'il y a quand même un groupe de députés qui s'est rendu du côté du Parlement iranien et que vous auriez fait également des propositions. Non, on n'a pas fait de propositions. Allez-y, Moussa Yoruba. Voilà. C'est bon qu'il le confirme ou pas? Monsieur Touré, avant l'obtention du PPTE, les Guinéens avaient beaucoup d'espoir par rapport à cela. Le lendemain, c'est avéré pratiquement, en tout cas, c'était un espoir dessus. On a attendu la mise en place de l'Assemblée nationale. On pensait que quand les députés seront à cette assemblée que les choses allaient changer, mais avec les révélations que vous venez de nous faire, avec une assemblée qui ne fonctionne pas, est-ce que vous pensez que beaucoup de choses vont être changées? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une amélioration finalement?
Écoutez, c'est là où je dis que ces élections de 2015 intéressent l'ensemble de nos compatriotes et que ce n'est pas un débat purement politique. Nous avons eu ici, on nous a dit, dès qu'il y aura le PPT, il y aura de l'argent, tout le monde va raser gratis à partir de demain. Ensuite, on nous a dit, non, on va aller faire Dubaï. Quand on va venir de Dubaï, il y a l'argent qui va tomber de partout, ainsi de suite. Mais ça, c'est juste de la propagande. Le vrai problème n'est pas à ce niveau-là. Nous avons un système de gouvernement incompétent. Il faut qu'on se le dise clairement. Cela n'est pas une insulte, s'il vous plaît. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure. Ce sont les faits. Un gouvernement qui fait des taux de croissance en 2013, en réalité d'1,3%, ne mérite pas de conduire un pays pauvre comme la Guinée et de l'appauvrir un peu plus encore, sans que cela, on ne puisse en tirer les conséquences. Mais je répète, je crois que c'est le président américain, je ne me rappelle plus, ça doit être Nixon, qui disait que la présidence n'est pas un centre de perfectionnement. C'est une loupe grossissante qui fait que vos connaissances deviennent de plus en plus amplifiées et éclaircissantes, et vos faiblesses deviennent aveuglantes. Ouais. Ben, nous sommes dans un système, je suis désolé, mais qui ne fonctionne pas. Et quand on le dit, on a l'impression qu'on attaque Paul ou Pierre. Est-ce que vous avez vu en 3 ans et demi le niveau de vie de nos compatriotes changer? Est-ce qu'on a plus d'électricité? Est-ce qu'on a plus de travail? Est-ce qu'on a plus de routes? Est-ce qu'on a une perspective, une vision beaucoup plus claire avec vraiment des choses concrètes qu'on peut tenir en main? Non! Il y a eu des routes quand même. Ouais, les transversales, on voit quand même la construction des routes. Tout n'est pas non plus négatif. D'Apompa, Francis, jusqu'à Koya. J'ai dit des choses concrètes. Je dis, est-ce qu'il y a un peu plus de travail pour les gens? Bien. Il y a beaucoup plus de sociétés qui ont fermé. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu plus d'électricité? Ça, c'est une réalité. Il n'y en a pas. Ouais. Mais écoutez, les infrastructures ne s'arrêtent pas à 20 km de Dabompa sur 3 ans et demi. Il faut quand même qu'on se dise les choses. Voilà. Avant de parler de la visite du roi, une question me taraude l'esprit, c'est celle de savoir, vous faites des manifestations à répétition depuis l'élection du chef de l'État, c'est qu'il y a un droit constitutionnel, mais des manifestations qui se soldent souvent par la mort de manifestants, mais aussi d'éléments des forces de sécurité, sans parler de vos discours dans lesquels transparaît clairement une contestation de la légitimité du chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas finalement dans une logique de contestation systématique? Moi, je ne vois pas à quoi répond exactement cette question, dans la mesure où les manifestations ont été arrêtées depuis pratiquement bientôt un an. Donc, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Mais aussi, il faut toujours se poser la question, pourquoi y avait-il des manifestations en Guinée? Tout simplement parce que on avait introduit un système pour les élections, notamment au EMAC, pour lequel nous n'étions pas d'accord, et on a vu les résultats que nous avions raison de ne pas être d'accord. Nous manifestions pour avoir un accord, et dès qu'on a eu un accord, les manifestations se sont arrêtées. Donc c'est pas la peine de revenir sur cela. De l'autre côté, il y a quand même, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un souverain marocain. On a reçu le roi Mohamed VI à Conakry. Vous avez suivi tout cela peut-être de loin du côté d'Abidjan. Dites-nous, au regard des conventions de coopération signées, qu'est-ce que vraiment vous pensez de cette visite royale? Écoutez, nous avons salué tous en tant que Guinéens l'arrivée du roi du Maroc chez nous. Il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord, en tout cas en grande partie, des musulmans, et que le roi du Maroc est l'un des derniers descendants du prophète. Paix et salut. Donc j'estime que nous avons salué la visite. Et puis nous avons des relations avec le Maroc qui sont des relations extrêmement denses de plus en plus. Malheureusement, dans ce genre de choses, il faut avoir quelque chose à offrir. J'étais dans ma voiture quand j'arrivais à votre émission. Je vous ai entendu parler du patronat en long et en large, du chef de l'État qui doit amener des gens avec lui dans son avion. Mais pour aller vendre quoi? Nous produisons quoi exactement? Non, c'est la vérité, c'est pas une promenade. Ils sont venus ici, ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils sont allés au Gabon. Les Marocains sont en train de racheter toutes les banques aujourd'hui françaises qui ont été abandonnées dans l'Afrique francophone. Ils construisent des cimenteries, ainsi de suite. Vous voulez que le patronat guinéen aille présenter quoi exactement? Tous nos patrons sont des commerçants. Ils importent des produits qu'ils nous vendent ici. Qu'est-ce que nous produisons chez nous? Nous ne pouvons rien produire, nous n'avons même pas de courant.
Ouais. Donc voilà la réalité des faits. Donc c'est très bien. Un petit commentaire avant de finir. Disons que nous pouvons en tirer un bénéfice, notamment au niveau des étudiants et tout ça, parce que le problème de la formation est un problème essentiel. Mais au niveau, comment vais-je dire ça, du secteur privé, ce sera à un sens. Voilà. Alors, le président Sidya Touré en direct chez les GG, nous allons passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Un habitué de l'émission, on va s'intéresser dessus. Première question, Ahmed Kamara. Alors, Monsieur le Président, 3 mois que les émoluments ne sont pas payés au niveau de l'Assemblée nationale, oui ou non, vous pensez que cela peut affecter le travail ou la performance des députés au niveau de l'Assemblée, oui ou non? Non, ça je le crois, dans la mesure où nous avons des députés qui arrivent de l'intérieur, et je peux vous dire que ce n'est pas facile pour eux en arrivant à Conakry. Voilà. La perspective, la perspective d'une candidature unique de l'opposition à l'aune de la présidentielle 2015, oui ou non, M. Sidya Touré pourrait se désister en faveur de la cellule de l'Aïdal? Oui ou non? D'abord, cette question n'est pas résolue. Non, c'est une question. Oui ou non, si cette éventualité sera résolue, nous débattrons de cela. Voilà. Allez, Djibril, oui ou non? Oui ou non, vous pensez être le candidat consensuel de l'opposition dans la perspective justement de cette échéance électorale dont parlait tantôt Aboubacar Diallo? Chaque fois que vous créez un parti politique, vous avez envie d'accéder au magistrat suprême de notre pays. Donc il est certain que chacun peut se sentir consensuel jusqu'au jour où peut-être en nous réunissant, en discutant de cette question, comme le débat a lieu actuellement, nous tirerons les conclusions de toute cette situation-là. Voilà. Oui ou non, Monsieur le Président, la Guinée, le problème de la Guinée, c'est pas une question de richesse, mais une question d'hommes. C'est une question absolument de personnel politique, d'administration, de gouvernement, de ressources humaines dans l'ensemble. C'est cela la question. Oui ou non? Oui ou non, contrairement à ce que l'on pense, l'UFR se porte pas assez bien aujourd'hui. Écoutez, nous venons de lancer cette opération qui consiste à renouveler nos comités de base sur l'ensemble du territoire. Je pense que descendez dans votre quartier, vous verrez exactement comment ça se passe. Alors moi je pose cette question sur la recomposition du gouvernement. Oui ou non, la reconduction de l'ancien Premier ministre, l'ancien nouveau Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et l'essentiel de l'ancienne équipe est une preuve de l'échec annoncé pour le président Alpha Condé. Là, c'est vraiment un oui franc et massif. Allez, alors oui ou non, le gouvernement, oui ou non, le président Alpha Condé peut encore se rattraper? Non. Non. Oui ou non, ce gouvernement est un gouvernement de mission ou un gouvernement de préparation de la réélection du chef de l'État? Plutôt la seconde interprétation me semble plus proche de la réalité. Ouais, mais avec malheureusement vraiment des choses qui ne sont pas à niveau. Bien. Allez, Monsieur le Président, il y a plusieurs caméras dans ce studio, même s'il y a une caméra de Canal Plus aussi ce soir sur Espace TV. Vous allez affixer cette caméra, l'intérieur du pays vous regarde, vous êtes regardé dans plus de 44 pays, essayez de convaincre, pourquoi pas, ces partisans de l'UFR, pourquoi pas, en tout cas le peuple qui n'en peut plus quelque part. Non, je dois dire essentiellement à nos compatriotes que notre situation est de plus en plus précaire. Les manifestations qui ont lieu actuellement ne sont pas des manifestations politiques. Ce sont des manifestations qui se déclenchent de quartier en quartier parce que tout simplement il y a aujourd'hui des zones de Conakry qui depuis 4 mois n'ont pas pu avoir leurs 2 heures, 3 heures d'électricité par jour. C'est symptomatique de l'échec de ce système. L'électricité n'est pas un problème juste de lumière, mais c'est vraiment l'énergie nécessaire à faire fonctionner une économie. Aujourd'hui, l'essentiel de nos problèmes est un problème économique, parce que les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Les gens ont du mal à trouver du travail qui n'existe pas. Les gens ont du mal à remplir leur rôle en tant que père de famille, et les jeunes qui sortent des universités ou même des centres d'apprentissage ne trouvent pas du travail. Les secteurs comme l'agriculture sont abandonnés. Notre production cotonnière que j'ai laissée en l'an 99-2000 à 40 000 tonnes est tombée, j'ai entendu le président de la République le dire, à 400 tonnes. Ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer. Pendant ce temps, à côté, nous avons des pays comme le Burkina, le Mali,
où ces secteurs progressent avec des centaines de milliers d'emplois créés. Nous n'y arrivons pas parce que ce régime n'est pas à mesure de le faire. Nous n'y arrivons pas parce que le professeur Alpha Condé n'a pas été à mesure de mettre en place un système de gouvernement qui nous permette d'avancer. Ceci n'est pas du tout une position d'opposant contre le RPG ou de je ne sais quoi. Ce sont les réalités que vivent nos compatriotes aujourd'hui. Les Marocains sont venus ici. Un des médecins m'a confié entre nous que l'essentiel des maladies qu'ils ont eu à traiter était lié à la faim, à la famine, au manque de nourriture. Non, nous sommes très au sérieux. Donc j'estime aujourd'hui que ce régime a démontré l'essentiel de ce qu'il ne peut pas faire. Et nous sommes convaincus que cela ne peut pas évoluer, cela ne peut pas changer. La seule certitude que nous avons, c'est que si nous continuons cela jusqu'en 2015 de cette manière, et surtout, si par malheur on devait reconduire ce régime, la Guinée n'a pas d'autre avenir qu'un avenir de misère et de pauvreté. Je dis, il est temps de se remobiliser, de trouver les alternatives. L'intelligence des Guinéens est sans limite, à condition que nous soyons unis et que nous nous disions, oui, il est possible de trouver une autre direction. Oui, il est possible d'épouser une autre ambition. C'est cela le sens du combat que l'UFR mène en ce moment. Nous sommes en train de restructurer le parti. Nous allons tenir notre conseil national entre le 21 ou le 30, je ne sais pas exactement à quelle date, mais ce sera d'ici la fin de ce mois. Je vous invite à participer à ce débat républicain pour savoir de quelle manière l'alternance peut être apportée à notre pays en 2015. C'est notre seule chance de salut. Voilà, Monsieur le Président, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça aussi que nous allons nous quitter au compte de cette émission. Nous, on va se retrouver demain pour un autre numéro des GG sur Espace. Grand merci à toute l'équipe technique. À demain. Au revoir.